Alors, je vais essayer de faire une petite introduction sur les microcontrôleurs. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà commencé le cours avec M. Dono sur l'informatique industrielle? Oui? Non, pas encore. Pas encore. Alors, d'abord, la première des choses qu'on doit signaler, c'est qu'il faut distinguer d'abord un microprocesseur d'un microcontrôleur. Hein, OK? Alors, il y a une petite différence. Donc, généralement, quand vous parlez d'un microprocesseur ou bien un processeur en général, c'est la partie d'ordinateur qui permet d'exécuter les instructions et de traiter les données d'un programme. OK? Un microprocesseur, tout simplement, c'est un processeur dont les composantes étaient suffisamment miniaturisées d'une manière à être regroupées dans une unique boîtier. Donc, pour y avoir une boîtier qui est très, très petite, comme dans le cas des microprocesseurs que vous avez sur vos ordinateurs. OK? Alors, là, vous avez un peu d'historique là, quelques modèles de processeurs. Là, je parle pas de microcontrôleurs pour le moment, des modèles, des anciens, par exemple. Là, vous avez l'ancien modèle d'Intel 4004 des années 1971. Alors, puis là, vous avez l'Intel 8080, 3 ans après. Alors, donc là, vous avez l'horloge, au maximum, l'horloge de l'Intel 4004, c'était de voisinage. C'est inférieur à 1 méga. C'est même pas 1 méga pour l'horloge, pour la vitesse. Alors après, là, vous avez quelque chose de 4 mégas avec une communication de 8 bits. Et puis après, donc des années 2000 et puis 2015, là, on parle des Pentium 4, des Core i5 et i7. Alors là, on a passé vraiment à des vitesses qui sont très, très grandes. Là, on est au voisinage de 4 GHz comme vitesse d'oscillation. Donc là, c'est l'oscillateur interne de votre micro. Après, on va parler de l'oscillateur pour les microcontrôleurs. On va voir qu'est-ce que ça signifie et à quoi va se servir l'oscillateur. Est-ce qu'il y a une relation avec la vitesse de l'oscillateur et la vitesse de traitement des données? Alors, bien sûr, maintenant, avec les systèmes Windows, par exemple, vous pouvez utiliser les systèmes 32 et 40 et 64 bits. Alors là, vous parlez en effet de la largeur de données. Okay? Donc, lorsqu'on dit la largeur des données, c'est-à-dire le transfert des données sur les bus de données, il se fait donc avec quelle largeur. Alors, normalement, dans les anciens, vous avez 4 bits, 8 bits, maintenant 32. On a passé maintenant, actuellement, on est sur 64 bits. Il y en a des gens qui travaillent toujours avec 30 bits, mais avec 32. Mais la majorité des ordinateurs actuels, ça permet de travailler avec 64. Mais même si lorsque vous installez un Windows 32, ça ne signifie pas que votre ordinateur ne permet pas de faire un traitement à 64, parce que c'est possible. Okay? Alors c'est pour ça que lorsque vous achetez un ordinateur à 64 moderne, c'est mieux d'utiliser une version de Windows 64 bits, comme ça vous bénéficiez de la vitesse de largeur de données de 64 bits. Alors, ça permet d'exécuter les instructions plus rapidement que dans un système 32. Alors là, c'est juste pour les microprocesseurs. Alors, bien sûr, sur votre ordinateur, un microprocesseur ne peut jamais être employé seul. C'est-à-dire, un microprocesseur, pour qu'il puisse fonctionner, il aurait besoin, on doit ajouter à ce microprocesseur toujours des mémoires RAM. Alors, pardon, je vais essayer de juste. Donc, OK. Donc, OK. Je vais juste prendre le pointeur. OK. Alors, il faut toujours dans votre système y ajouter des mémoires RAM, donc ce que vous avez déjà sur vos ordinateurs, et puis des mémoires RAM et encore des périphériques d'entrée-sortie. Okay? C'est-à-dire qu'un microprocesseur ne peut pas fonctionner tout seul. Il faut toujours y ajouter des périphériques externes pour qu'on puisse faire fonctionner ce microprocesseur. Parce que le microprocesseur ne permet que de traiter les données. Okay? Alors, les données doivent être stockées dans d'autres composants. Alors, à la différence, dans les microcontrôleurs, donc en effet, l'idée d'un microcontrôleur, c'est d'intégrer toutes ces parties-là dans le même circuit. Donc, lorsque vous avez un microcontrôleur, c'est-à-dire à l'intérieur de ce même circuit, vous trouvez déjà une petite unité de traitement. Ce n'est pas vraiment de la même puissance qu'un microprocesseur, mais vous avez un petit
qui permet de traiter. Okay? On va parler de ça après. Donc, c'est une unité de traitement arithmétique, en effet. On va appeler ça une unité de traitement arithmétique. Mais ce n'est pas vraiment de la même puissance qu'un microprocesseur. Okay? Et puis, même, l'avantage, c'est que dans ce même circuit, vous avez de la RAM, vous avez de la ROM, donc ça, c'est une mémoire en effet flash, c'est une mémoire programme. Et puis, on peut y avoir d'autres options. On peut y avoir des timers, on peut y avoir des convertisseurs numériques analogiques, on peut y avoir des modules qui permettent de faire des communications serrées, des modules qui permettent de faire des communications I2C, CAN. Donc, tout ça, on peut le trouver dans le même circuit. Et ça, c'est très, très intéressant quand vous travaillez, vous essayez de réaliser, d'automatiser un système embarqué, par exemple, parce que ça permet de réduire la taille de votre circuit électronique qu'on va réaliser finalement. Alors là, vous avez un petit schéma. Donc là, vous avez à l'intérieur, vous avez, si vous voulez, une unité de traitement arithmétique et vous avez toujours la mémoire, la RAM, et puis vous avez la mémoire programme. Okay? Et puis, vous avez des périphériques d'entrée-sortie à travers les ports de microcontrôleur. Alors, comme je viens de signaler, le microcontrôleur il est généralement moins puissant qu'un microprocesseur. Je parle de la vitesse de traitement des données. Et bien sûr, donc en termes de rapidité, bien de taille de mémoire. C'est-à-dire, dans un microcontrôleur, la mémoire elle est généralement réduite. Mais généralement, dans les applications dans lesquelles on utilise des microcontrôleurs ne nécessitent pas vraiment des mémoires de grande taille. Donc, en général, parce qu'on utilise ça dans des systèmes embarqués qui réalisent des tâches bien définies. Okay? Alors, généralement, les bus de données sont de 8 à 16 bits. Maintenant, on peut trouver même des microcontrôleurs à 32 bits, mais je vais parler de ça après. Mais pour nous, en effet, pour les microcontrôleurs qu'on va utiliser dans son module, on va utiliser les microcontrôleurs avec un bus de données de 8 bits. Okay? Parce que c'est plus simple à utiliser pour débuter à comprendre comment ça marche un microcontrôleur. Mais on peut y avoir des microcontrôleurs à 16 bits et même à 32 bits. Alors, pourquoi les microcontrôleurs? On les utilise dans quoi, en effet? Alors, on les utilise généralement, donc, comme je viens de dire, dans le contrôle des processus industriels, donc la régulation par exemple, le pilotage. Alors, et puis on peut les trouver encore dans le domaine de l'automobile, donc dans des systèmes embarqués, donc le système ABS par exemple, le système d'injection, l'airbag, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, dans chaque mini-système de ces systèmes-là, vous trouvez un microcontrôleur qui contrôle cette fonctionnalité, séparément du système global que vous avez sur le. Donc, et puis, on peut les trouver encore dans le domaine d'électroménagère, par exemple, dans les lave-vaisselle. Les lave-vaisselle, il y a toujours un microcontrôleur. Et généralement, c'est un microcontrôleur de type Atmel. C'est comme celui que vous trouvez sur la carte Arduino. OK? Bien, je parle des lave-vaisselle électroniques. Je ne parle pas des anciens lave-vaisselle qui étaient mécaniques. Hein. Et bien sûr, vous les trouvez dans les lave-linges, la même chose. Donc, les lave-linges et puis pour les micro-ondes. Encore, dans les téléphones portables, vous avez des microcontrôleurs. Okay? Alors, pour les microcontrôleurs, pour les smartphones, généralement, c'est un microprocesseur. Alors, mais pour les anciens téléphones portables, il y avait des microcontrôleurs. Alors, pour les actuels, lorsque vous parlez d'un smartphone, alors là, c'est un microprocesseur. Okay? Vous pouvez trouver des microcontrôleurs dans les smartphones pour réaliser des tâches séparées. Donc, c'est des mini-systèmes. Okay? Mais le grand système, c'est un ARM en effet. On les appelle les ARM. Okay? Alors, encore, vous les trouvez dans les cartes à puce. Alors, les cartes bancaires, par exemple, les cartes à puce bancaires, en effet, on trouve dans ces cartes-là un microcontrôleur qui contient d'abord les données personnelles et qui permet de faire la communication avec la Terre quand vous essayez d'utiliser la carte. Donc, ce sont des microcontrôleurs miniaturisés hein, que vous ne pouvez même pas voir. Donc, quand vous voyez donc, avec la carte, avec vos cartes Visa, vous ne pouvez pas même voir le microcontrôleur, mais il est là, il est sur la carte à puce. Okay? Alors,
bien sûr, vous trouvez plusieurs types de microcontrôleurs. Les anciens, par exemple, vous avez les modèles de Motorola, d'Intel. Et puis, vous avez pour la société Atmel, on les appelle les AVR. Et puis, pour nous, on va traiter les pics de la société Microchip. Donc, alors, il y en a plusieurs. Il y en a encore maintenant les STM32, donc de la société ST Microélectronique. Donc, peut-être que je vais donner des mini-projets avec ce type de microcontrôleurs, les STM32. Mais dans le cours, on va s'intéresser tout simplement au type PIC de la société Microchip. Alors, les AVR d'Atmel, par exemple, vous le trouvez sur les cartes Arduino. Pour les gens qui sont familiarisés avec les cartes Arduino, ces microcontrôleurs, on les appelle les AVR d'Atmel. Okay? Alors, là, vous avez, si vous voulez, là, c'est un microcontrôleur 16F877 de la société Microchips. On va travailler toujours avec ça. Et puis là, vous avez la carte XMega. Donc, c'est une carte Arduino XMega. Et là, vous avez le microcontrôleur. Là, bien sûr, c'est une carte complète avec les accessoires qui va avec. Mais en effet, le microcontrôleur, c'est le circuit que vous avez au centre là. Ça, c'est le microcontrôleur de la société Atmel que vous trouvez généralement sur les cartes Arduino. Alors, à chaque fois que vous parlez d'un microcontrôleur, on parle de ce qu'on appelle le jeu d'instruction. Okay? Alors, le jeu d'instruction, c'est quoi en effet? C'est les instructions que vous pouvez utiliser sur le microcontrôleur. Okay? Alors, par exemple, l'addition, c'est une instruction. C'est pas la soustraction. Mais par exemple, donc faites attention, par exemple, lorsque vous êtes sur… alors, vous pouvez distinguer en effet deux types de microcontrôleurs. Il y a des microcontrôleurs dans lesquels vous trouvez un jeu d'instructions qui est réduit, c'est-à-dire le nombre d'instructions dont vous avez le droit d'utiliser, il est vraiment, vraiment réduit. Si vous prenez par exemple le cas des PIC 16F877, alors là, vous avez un jeu d'instructions de 35. C'est-à-dire, vous avez le droit d'utiliser que 35 instructions. Et en manipulant ces instructions, je peux réaliser des programmes. C'est-à-dire, il faut y avoir dans la tête 35 instructions. Je vais vous montrer ça après dans un tableau. Et ça y est, vous pouvez développer un programme sur ces microcontrôleurs. C'est-à-dire, le reste, c'est comment manipuler ces instructions. C'est-à-dire, il faut y avoir cette compétence de faire un algorithme. C'est-à-dire, avec les 35 instructions, il vous fait des algorithmes pour automatiser n'importe quoi. OK? Alors, mais bien sûr, il y en a d'autres microcontrôleurs, comme celle de Motorola, par exemple, dans lesquels on peut y avoir même jusqu'à 1000 instructions, mais ce sont vraiment des instructions qui sont complexes. OK? Alors là, vous parlez soit des microcontrôleurs avec un jeu d'instructions qui est réduit, ou bien des microcontrôleurs avec un jeu d'instructions qui est avec, normalement, qui peut y aller jusqu'à 1000 instructions. OK? Alors, le problème, c'est que là, c'est difficile de maîtriser toutes ces instructions. Il faut toujours y avoir un datasheet devant vous. Et à chaque fois, il faut y aller chercher quelles sont les instructions que je peux utiliser pour faire telle ou telle opération. Alors, par exemple, là, je vais vous donner un exemple, je pense. C'est pas ça. Alors là, par exemple, ça, c'est le jeu d'instructions de PIC 16F84A que vous pouvez trouver sur le datasheet de microcontrôleur. OK? Alors là, vous pouvez les compter 35. Donc, c'est-à-dire, si vous avez ces instructions dans la tête, vous pouvez programmer sur microcontrôleur. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, là, add.wf, ça permet d'ajouter deux nombres. Alors, AND.wf, c'est tout simplement l'opérateur logique AND. Alors, clearf, c'est pour effacer. La même chose pour celui-là, on va voir la différence entre les deux. Et puis, par exemple, là, si vous… NCF, c'est incrémenté, c'est pour l'incrémentation. Là, c'est une incrémentation conditionnelle. Move, c'est déplacer à une valeur d'un registre à un autre.
et ainsi de suite. Donc, swipe, c'est encore et interchanger de données. Et puis, donc, après, on va essayer de… Et puis là, vous avez par exemple des instructions comme goto, call, on va les utiliser, le return, on va les utiliser lorsqu'on va utiliser des sous-programmes et des boucles, en effet. Alors, c'est-à-dire, avec ça, en effet, ça, c'est le langage. Si vous avez ça dans la tête, vous pouvez faire le programme. Bien sûr, quand vous parlez d'un jeu d'instruction, on parle d'assembleur. Faites attention, parce que le jeu d'instruction, c'est les instructions que vous pouvez utiliser dans l'assembleur. Parce que dans le langage assembleur, vous utilisez directement les instructions. Alors que dans un programme comme C, alors là, vous écrivez votre programme avec un langage évolué comme C, et après, le compilateur, il va traduire ce programme en assembleur et puis en hexadécimal. Okay? Mais là, ces instructions, ça permet vraiment de programmer, de rester très, très proche de la couche physique de microcontrôleur. C'est quand vous programmez bit à bit dans le microcontrôleur. Alors, en effet, ça, c'est parmi les avantages des microcontrôleurs PIC. Et c'est pour cela que je travaille avec ces microcontrôleurs dans mon cours, parce que c'est très simple à maîtriser, comme pour débuter le travail avec les microcontrôleurs. Alors ça, c'est pas très intéressant. On parle toujours tout simplement pour les PIC de la société Microchip. Il y en a 3 types, baseline, midline. Alors non, on va travailler avec la mid-range. Alors là, c'est pas très intéressant, vous pouvez voir ça. OK. Alors, ça, vous avez un exemple d'un microcontrôleur. La nomenclature, qu'est-ce que ça signifie chaque terme là, vous pouvez encore le voir après, c'est pas très intéressant. Alors là, par exemple, vous avez un microcontrôleur. Parmi les microcontrôleurs qu'on va utiliser dans certains TP, alors le 16F84. Alors là, ce microcontrôleur-là, qu'est-ce qu'il contient? Je pense que là, il y en a 18 branches, oui, 18 branches. Alors là, vous avez de ce côté-là, donc ça, RA0, RA1 jusqu'à RA2, RA3, RA4, ça c'est le port A. C'est le port A, ça permet de connecter des systèmes extérieurs au microcontrôleur. Et puis là, vous avez le port B et là, vous avez le port B. Donc là, sur ce microcontrôleur, vous avez 2 ports, le port A et le port B. Et puis, vous avez d'autres bon, là, le 15-16, là, c'est pour l'oscillateur, parce que toujours, il faut ajouter un oscillateur externe au microcontrôleur pour qu'il puisse fonctionner, pour synchroniser l'acquisition des données. Et puis là, vous avez une broche d'initialisation. OK? Et le reste, on va voir après. Donc, tout simplement, là, c'est le microcontrôleur le plus simple. Hein, si vous voulez faire le travail, ça, c'est parmi les microcontrôleurs les plus simples parmi celles de la société Microchip. Alors, là, en effet, là, c'est l'architecture interne. Je vais revenir sur ça après. Donc, qu'est-ce que vous avez dit donc? À l'intérieur, qu'est-ce que vous avez? En effet, vous voyez, donc je vais revenir sur ça après. Vous avez une unité de traitement arithmétique à ce niveau-là. Vous avez la mémoire, une mémoire programme d'une taille d'1 kilo. Donc, faites attention là, ce n'est pas un kilo-octet, parce que ça, c'est 1 kilo. Et chaque case mémoire, il est de 14 bits, ce n'est pas de 8 bits. Vous dites 1 kilo-octet, c'est lorsque vous avez des registres de 8 bits. Alors là, ce ne sont pas des registres de 8 bits, mais ce sont des registres de 14 bits. C'est-à-dire vous avez là 1024 lignes de 14 bits. Donc, je ne peux pas dire, on peut pas dire que c'est un kilo-octet. On dit 1K fois 10, ça veut dire que c'est 1024, c'est-à-dire 2 à la puissance 10 fois 10 fois 14. OK? Alors, et puis là, la RAM, donc vous avez une RAM, donc après je vais parler en effet, c'est une taille de 128, mais
Après, je vais vous montrer. Là, c'est une RAM avec des registres de 8 bits. Hein. Les registres là, ce sont des registres de 8 bits. Alors, vous avez encore une EEPROM pour stocker de données d'une taille de 64 bits. OK? Alors, par exemple, là, comme vous voyez là, on voit donc par exemple la EE-data et EE-adresse. Alors, ce sont des registres qui permettent de communiquer cette mémoire EEPROM avec le reste de système. Ce sont des registres. On va travailler avec ça dans le dernier, donc je pense que la dernière partie de ce cours-là, comment est-ce que je peux faire la lecture et l'écriture sur cette mémoire. Okay? Ah, ce sont des registres là. Alors encore, qu'est-ce que je peux voir sur ce schéma? Vous pouvez voir là l'oscillateur. Alors encore, là vous avez un registre. On va parler toujours de ce registre qu'on appelle statut. C'est très intéressant dans le travail d'un microcontrôleur. Le registre FSR encore, on va parler de ça. On appelle ça l'adressage indirect. On va parler de l'adressage indirect. Et puis, là, le programme counter, donc on va voir ça, que c'est un registre de 13 bits, en effet, qui permet de stocker la position de programme. Lorsque vous avez un programme qui s'exécute, à chaque fois, sur le programme counter, vous avez la position là où le programme est arrivé. Okay, si vous avez un programme, par exemple, de 10 lignes, à chaque fois, ce programme il va vous dire est-ce que vous êtes sur la première ligne de programme, la deuxième, la troisième ou quelle ligne. Okay? Et encore celui-là, et plus ou moins, il fait la même chose, sauf que celui-là, c'est pour les sous-programmes. On va parler de ça pour les sous-programmes. Il va vous donner la position dans un sous-programme. Okay? On l'appelle ça le level stake. On va parler de ça. Alors, quoi d'autre là et là, vous avez les ports. Alors, ça, c'est un timer. Un timer, c'est pour compter. On va utiliser ça lorsqu'on va faire pour réaliser des temporisations. Toujours, on va voir que dans la majorité des systèmes, il faut réaliser des temporisations. Alors là, vous avez les ports A et B. Okay? Et puis là, vous avez quelque chose qu'on appelle le NTSA, on l'appelle l'interruption. Je ne sais pas si vous avez une idée sur ce que ça veut dire quoi, une interruption de programme. Après, on va parler de l'interruption de programme sur le port RB0, par exemple. Alors, ça, pour le moment, ça apparaît comme très complexe, mais après, on va voir comment comment va fonctionner chaque partie de ce schéma-là. Alors pour juste l'architecture, on vous découle. Là, vous avez une mémoire programme d'un kilomot de 14 bits, c'est déjà dit. Vous avez une RAM de 68 mots de 8 bits. Vous avez une EEPROM, c'est-à-dire c'est une mémoire dans laquelle je peux stocker des données. La différence entre le EEPROM et la RAM, c'est que tout ce que vous stockez dans la RAM sera perdu à la coupure de tension. Quand vous coupez la tension, l'alimentation, tout ce que vous avez sur la RAM serait perdu. Alors, ce que vous stockez sur le EEPROM, il va rester là toujours. Par exemple, si vous réalisez peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous m'entendez très bien? Oui, monsieur. Bien. Oui. Oui, très bien. Alors, ce que vous avez sur le PROM, en effet, ça, c'est très intéressant parce que là, vous pouvez stocker, par exemple, des mots de passe et des choses que vous ne voulez pas les perdre quand vous coupez la tension. OK? Ça, c'est très intéressant. On va le voir après comment utiliser ça. Et puis, vous avez deux ports d'entrée-sortie. Le A avec 5 bits, c'est-à-dire 5 broches, et puis B avec 8 broches. En total, vous avez 13 broches. Et faites attention, tous ces broches-là sont numériques, c'est-à-dire digitales. Il n'y a pas de broche analogique. On va voir qu'avec d'autres types, il y a des broches analogiques sur lesquelles vous pouvez lire des valeurs analogiques. Avec ce microcontrôleur, tout ce que vous pouvez avoir sur le port A et B, c'est des valeurs digitales, 0 et 1. C'est-à-dire que ce soit lorsque vous les utilisez comme sortie ou bien comme… OK? C'est-à-dire des niveaux 0,5 volts. Alors, vous avez un seul timer de 8 bits. Ça veut dire que 8 bits, ça veut dire que c'est un timer qui compte de 0 à 255. Et puis, vous avez ce qu'on appelle des interruptions. Alors là, on va parler de ça après. Vous avez 4 types de sources d'interruption sur ce type de microcontrôleur. Alors, là, vous avez le 16F 876, 17.
Et puis, donc, là, c'est plus grand que l'autre. Là, vous avez 40 broches. Alors, là, vous avez 4 ports. Vous avez le port A, le port B, le port C, le port D. OK? Et vous avez plus de fonctionnalités sur ce microcontrôleur. Par exemple, sur le port A il peut être utilisé comme des ports digitales et comme des ports analogiques. Vous avez ça, le symbole RA0, AM0. C'est-à-dire que celui-là, je peux l'utiliser comme entrée-sortie numérique ou bien comme entrée-sortie, comme entrée analogique. Pas sortie analogique, hein, comme entrée analogique. C'est-à-dire, je peux là lire une tension entre 0 et 5, c'est-à-dire qui varie entre 0 et 5. Et bien sûr, le microcontrôleur, il va faire la conversion analogique numérique. Il va vous donner une valeur entre 0 et 1023. Il va faire une conversion numérique sur 10 bits. Je ne sais pas si vous avez des idées sur la conversion numérique analogique. Là, il faut y aller faire une petite recherche. Alors, pour les microcontrôleurs, généralement, ils font une conversion sur 10 bits. C'est-à-dire, l'information, il va la numériser sur 10 bits. OK? Par exemple, si vous avez une tension qui arrive là et qui varie entre 0,5 volts, alors le microcontrôleur, il va lire cette valeur entre 0 et 1023. Ça veut dire, pour une tension de 0, il va vous donner un 0. Pour une tension de 5 volts, il va vous donner 1023. Pour une tension de 5 volts, il va vous donner 512 et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il va numériser cette valeur entre 0 et 1023 parce qu'il va vous donner toujours un nombre qui est compris entre 0 et 1023 et c'est un entier. Il va vous donner des entiers, pas des nombres avec des virgules. Alors, encore là, vous pouvez voir que sur ce microcontrôleur, on peut faire des communications serrées. Alors là, par exemple, sur les broches R6 à RC6, vous avez le RX-TX. Ça permet de faire la communication serrée. Donc, ça, c'est très intéressant pour communiquer avec d'autres périphériques. Vous pouvez communiquer avec votre ordinateur. On va faire ça dans un TP. On peut faire la communication de microcontrôleur avec l'ordinateur. C'est-à-dire, je peux envoyer des informations à partir de mon ordinateur et recevoir des informations. Ça, c'est très intéressant, par exemple, quand vous faites la supervision. Vous voulez faire la supervision d'un système, il faut faire cette communication RX-TX. Ça, vous voulez le faire, on va le faire, je pense, dans le dernier TP. Alors, il y en a d'autres types de communication. Les PSP, là, c'est pour la communication parallèle. Maintenant, on utilise rarement la communication parallèle, c'est rare à utiliser. Alors, vous avez encore des communications I2C, je pense. Alors là, ils sont là, oui, là. Donc, vous avez les communications I2C. Et puis là, vous avez encore des ports qui permettent de générer des signaux PMW pour certains types de moteurs qui nécessitent un signal PMW. Alors, tout ça, on va le voir après. Alors, qu'est-ce que vous avez en détail sur ce microcontrôleur? Vous avez une mémoire programme de 8 kg. Faites attention à la différence de dernier. Là, vous avez 8 kg, mon de 14 bits. Alors, vous avez une RAM de 368 octets. Vous avez un EEPROM de 256. Vous avez 3 timers, à la différence de premier. Donc, vous avez les timers 0 de 8 bits et vous avez le timer A de 16 bits et un timer 2 encore de 8 bits. Et puis, vous avez 5 ports d'entrée-sortie là, le A, B, C, D, E. Okay? Le A sur 6 bits, le B, le C, le D sur 8 bits et le E sur 3 bits. Le A et le E permettent d'avoir des entrées analogiques encore. Alors, vous avez des convertisseurs analogiques numériques sur 10 bits. On les trouve sur A et sur E, comme je viens de dire. Vous avez 14 sources d'interruption et on va parler de ça après. Alors, et puis, vous avez des communications serrées. Vous avez des modules de communication I2C. Vous avez des modules de capteurs comparaison CCP1 et CCP2 qui permettent d'avoir des signaux PMW. Et vous avez des modules de communication parallèle PSP. Okay? Alors voilà, on a fait l'architecture interne. Donc là, vous avez les différents ports de ce côté-là, les différents ports. Et vous avez toujours la RAM, la mémoire programme, le programme counter
les unités de traitement arithmétique et ainsi de suite, le reste. Et là, vous avez les 3 timers, le convertisseur numérique analogique, la communication parallèle, la communication serrée, les comparateurs qui permettent de générer un signal PMW et ainsi de suite. Okay? Alors ça, on va le voir en détail après. Tout ça, vous le trouvez sur le datasheet. Après, je vais vous montrer le datasheet du circuit. Alors, pour terminer avec cette introduction, alors, normalement, juste qu'on vous dit là que les microcontrôleurs exécutent des programmes chargés dans sa mémoire flash, c'est-à-dire pour à chaque fois, donc qu'est-ce qu'on fait non? Donc on fait un programme, on réalise généralement un programme. Voilà, je vais aller sur le schéma, c'est mieux. Alors, voilà. Alors, sur ce schéma-là, on va commencer de ce côté-là. Vous avez votre ordinateur. Sur l'ordinateur, on va essayer d'élaborer un programme. Ce programme, vous pouvez l'élaborer avec l'assembleur, comme là, par exemple, avec les instructions, ou bien avec un programme, avec un langage évolué, comme le C, par exemple. Et après, qu'est-ce que vous faites? Avec votre compilateur, vous utilisez un compilateur, par exemple, pour le C, vous pouvez utiliser le MPLAB X, et pour l'assembleur, vous pouvez utiliser tout simplement le MPLAB. Alors, pour C encore, vous pouvez utiliser le micro C. Alors, vous compilez votre programme. La compilation, ça permet de générer un fichier X ou bien bin, comme vous voulez. Généralement, on utilise le X. Alors, un fichier bin, c'est tout simplement c'est la traduction en binaire et le X, c'est la traduction en hexadécimal. Okay? Et ce fichier hexadécimal, on va l'utiliser après on peut l'envoyer directement vers le microcontrôleur. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? On le fait en utilisant un programmateur. Alors, le programmateur, c'est un circuit. C'est un circuit que vous utilisez, qui permet de faire la liaison entre votre ordinateur et le microcontrôleur. Okay? Une fois vous envoyez le programme vers le microcontrôleur, le programme il est dans sa mémoire flash et donc vous pouvez utiliser le microcontrôleur séparément dans votre système sans avoir besoin à votre ordinateur. C'est-à-dire maintenant, ce microcontrôleur devient lui-même un mini ordinateur qui va automatiser votre système. Mais le point clé, c'est le programmateur là. C'est-à-dire, le programmateur, c'est l'appareil qui permet de faire passer le programme de votre ordinateur vers les microcontrôleurs. Alors, pour les gens qui sont familiarisés avec les cartes Arduino, en effet, c'est déjà à la fois le microcontrôleur et le programmateur. C'est-à-dire, parce que la carte Arduino, vous la connectez directement avec votre ordinateur avec un fil USB et vous pouvez téléverser le programme. Parce que déjà, dans la carte, il y a un petit circuit qui joue le rôle de programmateur. Okay? Mais généralement, pour les microcontrôleurs, il n'y a pas cette fonctionnalité-là. C'est-à-dire qu'il faut acheter un programmateur séparé qui permet que vous connectez avec votre microcontrôleur à la phase de programmation. Et puis, vous le déconnectez et vous utilisez votre microcontrôleur dans votre circuit. Okay? On va passer à ça. Je vais vous montrer ça dans les travaux pratiques parce qu'on va le faire. On va faire ça dans les travaux pratiques. Il n'y a pas de problème. Alors, je ne sais pas là, je pense que c'est tout, là, il n'y a rien à dire. Alors, je pense que c'est tout sur ce chapitre-là, suite introduction. Alors, dites-moi si vous avez des questions. 5 minutes pour les questions. Après, on va passer, je vais commencer un peu le premier chapitre. Alors oui, si vous avez des questions sur cette introduction-là. Monsieur, sur le contrôle des processus industriels, c'est quoi la régulation? C'est quoi la régulation? Oui. Alors, je pense que, est-ce que vous n'avez pas fait d'automatique? Si, on a fait d'automatique. Mais... Normalement, c'est à vous de me dire qu'est-ce que la régulation. Parce que là, vous avez parlé de la régulation, vous avez parlé, je pense, c'est pas, vous avez fait un cours, le cours avec M. Hajraoui, c'était quoi? C'est automatique linéaire. Oui, l'asservissement. Vous avez fait l'asservissement là? Oui.
Donc, la régulation, vous l'utilisez généralement dans les systèmes automatiques. La régulation, c'est tout simplement ce que vous avez, par exemple, donc normalement, donc, si vous avez un variateur de vitesse, ça fait la régulation de la vitesse, par exemple. Ah, Donc, comme je viens de dire, un variateur de vitesse, vous l'utilisez pour la régulation de la vitesse dans un système, par exemple. Alors là, on peut faire, parce que dans un variateur de vitesse, déjà, il y a un microcontrôleur. Hein. Faites attention. Vous pouvez faire déjà ça, parce que la régulation, ce n'est pas nécessaire de faire la régulation ou bien l'asservissement de la vitesse. On peut faire l'asservissement de la température, d'autres grandeurs. Et là, vous pouvez utiliser des microcontrôleurs pour le faire. d'accord. OK? C'est en relation avec l'automatique, toujours la régulation, c'est dans l'automatique. Ok, merci. Monsieur, Oui. une autre question. Est-ce qu'on peut utiliser un microcontrôleur pour contrôler un autre microcontrôleur? On peut faire la communication entre plusieurs microcontrôleurs, oui. Donc, on ne dit pas contrôler un autre microcontrôleur, mais faire la communication, oui. Oui, on peut le faire, oui. C'est à travers une communication serrée. Vous élaborez une communication serrée entre les deux et vous pouvez donner des instructions d'un microcontrôleur à un autre. Ok. Alors, par exemple, je peux vous donner un exemple. C'est pas mais en général, oui, c'est possible, oui. D'ailleurs, supposons que vous avez deux systèmes, deux mini-systèmes, et vous voulez faire la communication serrée des deux systèmes l'un avec l'autre. Alors, vous serez obligé d'ajouter un microcontrôleur de chaque côté et de faire une liaison serrée. Et les deux microcontrôleurs vont faire la communication. Et de plus, vous pouvez faire communiquer deux microcontrôleurs de types différents. Ça veut dire, je peux faire la communication d'une Arduino avec un PIC. OK? C'est-à-dire, dans la communication serrée, ce n'est pas nécessaire d'avoir le même type. Hein. Faites attention. Quand déjà, je dis que je peux faire la communication avec un ordinateur, ça veut dire, elle est claire parce que je peux même communiquer le microcontrôleur avec mon ordinateur, avec le système Windows, par exemple. OK? Parce que la communication serrée, c'est une communication universelle, OK? Qui se traite de la même manière dans tous les systèmes. OK? C'est clair la question? C'est bon maintenant? Oui, c'est clair. OK. Alors, pourquoi vous posez cette question-là? Vous avez un projet dans la tête ou quoi? C'était juste lorsque vous parlez des connexions entre le microcontrôleur et l'ordi, ça m'est venu cette idée, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire la connexion entre un microcontrôleur avec un autre? Oui, tu peux même faire la communication avec un automate programmable et un microcontrôleur. Ça, c'est très intéressant. On l'utilise toujours dans l'industrie. OK? Généralement, dans l'industrie, le système global, le grand système, il est automatisé avec un automate. Mais parfois, vous avez des mini-systèmes qui nécessitent, par exemple, des automatisations avec des microcontrôleurs. Et donc, vous faites des microcontrôleurs dans les mini-systèmes que vous intégrez avec le grand système, avec des communications serrées avec votre automate programmable. D'accord. Ça, on l'utilise souvent dans l'industrie. Parce que généralement, dans l'industrie, le système global, il est géré par un automate. OK? Et supposons, par exemple, que vous avez un automate. C'est très rare dans l'industrie de le trouver, mais généralement, on peut y avoir ça. Donc, supposons que votre automate ne possède pas des entrées analogiques. C'est-à-dire, il ne permet pas de l'acquisition des données analogiques. Alors, tu peux utiliser un microcontrôleur pour faire la conversion. Et après, les données peuvent être téléversées vers l'automate sous forme numérique. OK? Avec une communication serrée. Donc, le microcontrôleur va faire la conversion et la communication. Parce que quelqu'un va me dire, mais pourquoi faire un microcontrôleur pour faire la conversion? Parce qu'il y a des convertisseurs numériques analogiques qui font que la conversion. Mais tu aurais besoin toujours de la communication. Et donc, le microcontrôleur, il va te faire les deux fonctionnalités. Il va faire l'acquisition
faire la conversion et puis il va faire la communication. D'accord. OK? Alors, les autres, si vous avez des questions, essayez de poser des questions parce qu'on est là pour discuter. Hein. Le cours, il est sur la plateforme, vous pouvez le voir. Mais c'est la discussion qui reste dans la tête finalement. Alors, je vais aller chercher le datasheet parce que essayez vous-même de télécharger le datasheet. J'ai déjà laissé le lien sur la plateforme modèle. Et tout simplement, vous pouvez avoir le datasheet. Il se fait de taper datasheet et le nom de microcontrôleur. OK? Alors là, je vais essayer de vous montrer le datasheet d'un microcontrôleur pour vous dire qu'est-ce que vous trouvez sur le datasheet. Parce que c'est très intéressant. À chaque fois que vous travaillez avec un microcontrôleur, il faut y avoir là, le datasheet devant vous. OK? Ça, c'est très intéressant. On va voir comment est-ce qu'on va toujours utiliser le datasheet. Même lorsqu'on va faire des QCM et des tests, je vous donne toujours l'accès au datasheet d'un microcontrôleur. Alors, je pense que vous voyez ce que je partage maintenant. Oui? C'est partagé, oui? C'est partagé, oui. Alors, voilà. Là, c'est le datasheet de microcontrôleur. Donc, en effet, pas d'un seul, mais de la série 16F87XA. Alors, le X, ça peut être 1, 2, 3, je ne sais pas. Donc, par exemple, généralement, le X là, c'est un 7 ou bien c'est un 6. Généralement, on va travailler avec les 876 et les 867. OK? Alors, qu'est-ce que vous trouvez sur le datasheet généralement? Alors, la première des choses, là, vous trouvez d'ailleurs le brochage. Ça, c'est très intéressant. Quand vous réalisez le circuit, quand je vais essayer de réaliser le circuit, je dois y avoir ce schéma-là. OK? Pour y avoir les positions de chaque port. OK? Ça, c'est très intéressant quand je réalise le circuit. Donc, ça, il faut généralement l'imprimer et de l'avoir. OK? Là, vous avez les différentes boîtiers parce qu'on peut y avoir le même microcontrôleur sur des différentes boîtiers. C'est-à-dire juste la forme de boîtier qui change. OK? Alors, je vais aller sur le microcontrôleur avec lequel on va travailler beaucoup. C'est celui-là. Alors, celui-là, vous le trouvez, le 877, vous le trouvez sur une boîtier de type PDIP avec 40 pins et vous le trouvez sur une boîtier de type PLCC avec 44 pins. OK? Alors, on peut le trouver sur les deux formes. Ça dépend du type de circuit que vous voulez réaliser. OK? Ça, c'est pour les circuits SMD, c'est-à-dire montés en surface. Et ça, c'est pour les circuits normaux avec lesquels vous perforez votre substrat pour faire le circuit électronique. OK? Alors, là encore, un autre type de boîtier. On appelle ça un boîtier de TQFP, donc plus ou moins comme celui-là. Alors, généralement, pour vous, sur le marché, vous trouverez celui-là. Sur le marché, vous trouvez ce boîtier-là. OK? Ce type de boîtier. Et pour le 16F877, 16, pardon, vous trouvez celui-là. Alors, généralement, moi, je vous conseille, c'est pour les mini-projets, de ne pas y acheter le 77, mais d'acheter le 76. C'est moins cher et d'ailleurs, il permet d'avoir toutes les fonctionnalités de l'autre. Sauf que là, vous avez moins de ports. Sur le 77, vous avez le port A, B, C, D, E. Et là, vous avez, je pense, A, B, C. Oui, il n'y a pas de D, oui. A, B, C. Okay. Moins de ports, mais parfois, vous n'aurez pas besoin de tous ces ports-là. On va voir. Okay. Ça dépend de projet. Hein. Ça dépend de mini-projets. Le nombre de ports, ça dépend de mini-projets. Mais les fonctionnalités, généralement, c'est presque les mêmes fonctionnalités. Sur les deux, vous avez des convertisseurs numériques analogiques, vous avez des communications serrées, des communications E2C, la communication USB, non. Sur tous ces modèles-là, il n'y a pas de communication USB. La communication USB, vous le trouvez sur la série 18F, pas sur la série 16F. Alors, qu'est-ce qu'on trouve encore sur le datasheet? Vous avez l'organisation de la mémoire flash. Alors là, c'est la mémoire flash. Alors, par exemple, là, qu'est-ce que vous avez? Voilà, donc ça, c'est le mémoire flash de votre… je vais parler de ça après. Okay.
Je vais laisser, après, je vais parler de ça. Donc, et vous trouvez encore les proms. Je vais aller sur les proms. Alors, je pense que c'est avant. Oui, avant. Alors, la RAM. Là, je vais aller chercher. Voilà. Donc là, vous avez l'organisation de la RAM, la mémoire RAM. Donc là, les cases, là, ce sont des cases mémoire. Chaque case, c'est une case de 8 bits. Alors là, les cases, là où vous avez des noms, ce sont des cases réservées au système. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser pour écrire et pour stocker des données. Ce que vous pouvez utiliser pour stocker des données, c'est les cases qui sont vides là. On les appelle, c'est les registres d'aspect général. OK? Alors que là, ce sont des registres de système. On va les utiliser encore pour faire des opérations. Okay? Pour vous donner juste une… là, vous avez le port A. Alors, c'est là, quand vous faites, par exemple, vous utilisez le port A comme entrée, la valeur qui va être reçue au niveau de port A, elle va être stockée dans ce registre. D'abord, est-ce que vous connaissez très bien, ça veut dire quoi un registre? Est-ce que vous avez, vous comprenez quand je parle d'un registre? Oui, c'est un ensemble des cases mémoire. Oui, tout simplement, un registre, c'est une case mémoire. Alors, dans la RAM, ce sont des cases mémoire à 8 bits. C'est-à-dire, vous pouvez stocker des valeurs de 0 à 255. OK? Tout ce que vous pouvez stocker, c'est ça. OK? Alors, alors, déjà, le port B, par exemple, le port B, c'est un port à 8 bits. C'est-à-dire, il permet donc, le registre à 8 bits, c'est déjà suffisant pour stocker des valeurs allant de 0 à 255. OK? Alors, qu'est-ce que vous trouvez sur là encore? Alors, vous trouvez encore le détail de chaque. Donc, par exemple, là, je vais y aller. Voilà. Alors, vous allez, par exemple, là, si vous prenez le port E, alors, pour le port, OK, je vais prendre autre chose. Alors, quelque chose qui est simple. Alors, si vous prenez le port B, alors le port B, c'est un port à 8 bits et tous les bits sont utilisables. Ça va parce que je vais utiliser tous les ports. OK? Je vais les utiliser parce que j'ai le droit de stocker jusqu'à 255 sur ce registre-là. Là, on vous dit la valeur par défaut. Donc, la valeur par défaut, là, ce n'est pas 0, ce n'est pas 1, mais on l'appelle ça une valeur indéfinie. Et donc, c'est pour cela, lorsque vous trouvez que la valeur initiale d'un port, il est de ce type-là, XXX, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, à chaque fois que vous utilisez ce port, il faut l'initialiser. Soit de l'initialiser par des 0, soit de l'initialiser par des 1, selon le besoin. Et généralement, on l'initialise par des 0 parce qu'il n'y a pas des 0 par défaut. Et ça peut poser des problèmes de fonctionnement. Mais si vous avez, par exemple, si vous n'allez pas sur celui-là, par exemple, ce n'est pas la peine de l'initialiser parce qu'il est déjà initialisé par des 0. OK? Alors, si vous allez sur le port E, par exemple, alors vous voyez que ces bits-là ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce que pour le port E, c'est un port de 3 bits. Donc, il suffit d'avoir les 3 premiers bits. Parce que tout ce que vous pouvez stocker là, c'est des valeurs de 0 jusqu'à 8. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver encore sur… alors, si vous allez par exemple sur le timer, je ne sais pas, oui. Alors, si vous allez sur le timer, vous trouvez toutes les données en relation avec le timer. Alors là, vous avez le registre qui permet de configurer le timer et la configuration. On va y aller sur ça lorsqu'on va aller sur le timer. À chaque fois qu'on va traiter une fonctionnalité de microcontrôleur, on va y aller sur la page convenable pour voir les réglages à faire pour activer cette fonctionnalité. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le datasheet? Sinon, je vais aller à commencer le premier chapitre sur l'architecture interne de microcontrôleur. Donc, moi, je vais prendre comme exemple le microcontrôleur 16F877. Mais tout ce que je vais dire de celui-là, il est valable pour 876 encore.
Alors là, je vous avais juste un diagramme dans lequel vous avez l'architecture interne. Ce n'est pas le schéma réel, mais j'ai essayé de vous donner un schéma un peu simplifié de celui fourni par le constructeur. Parce que si on revient sur le datasheet, alors sur le datasheet, on a déjà l'architecture interne. Alors, je vais essayer de voir, il est où? Ah, voilà. Alors, voilà l'architecture interne que vous trouvez sur le datasheet. OK? C'est un peu compliqué, c'est pas très clair, mais je vais essayer d'utiliser celle-là. Alors, encore là, alors vous avez là, vous avez la mémoire programme. Ça, c'est très intéressant. Et cette mémoire programme, il est d'une taille de 8 fois 1024, mot de 14 bits. Donc, 8 fois 1024, ça veut dire 8 kilos. Déjà, 8 kilos de mots de 14 bits. Ça veut dire que vous avez 8 fois 1024 cases mémoire. OK? Et chaque case mémoire, chaque registre là, il est de 14 bits. Ça veut dire que les instructions qu'on va utiliser, ça c'est très intéressant, les instructions qu'on va utiliser pour programmer ce microcontrôleur doivent y avoir une taille de 14 bits. Parce que lorsque vous dites une instruction, c'est une donnée, hein, c'est une donnée, et là c'est une donnée de 14 bits. OK? Puis vous avez la RAM. Alors la RAM, il est subdivisée en deux parties. Une partie qui est réservée pour le système, une partie qui est réservée pour l'utilisateur. Alors pour les 96 registres système-là, dans ces cases mémoire, vous ne pouvez pas stocker des variables d'utilisateur parce que là, vous avez déjà des variables de système qu'on doit manipuler. Alors là, vous pouvez stocker n'importe quelle variable que vous créez dans votre programme. Et puis, vous avez là ce qu'on appelle l'unité de traitement arithmétique. Alors, c'est une unité de traitement arithmétique et logique, donc qui permet de réaliser les opérations arithmétiques et les opérations logiques. Okay? Les opérations arithmétiques comme l'addition et la soustraction, les opérations logiques comme le AND et le OR et le XOR. Alors, là, le W, je vais parler de ça après, on l'appelle l'accumulateur. L'accumulateur, il va aider l'unité de traitement arithmétique et logique pour faire des opérations. OK? Alors, vous avez l'horloge, bien sûr, là, c'est-à-dire l'oscillateur. Vous avez une EEPROM, c'est-à-dire là, c'est pour stocker, c'est une mémoire donc normalement permanente qui permet de stocker des informations qui vont rester dans le microcontrôleur, même si vous coupez l'alimentation. Okay? Et puis là, vous avez les timers, on va les utiliser après pour créer des compteurs et pour créer des temporisations. Là, les comparateurs, là, c'est pour créer des signaux de TPM-W. Le convertisseur numérique analogique, analogique numérique, c'est très intéressant celui-là. Et puis là, vous avez la communication serrée, la communication de type I de C. Et puis, vous avez les ports, les différents ports qui font la communication avec le milieu extérieur. Donc là, on peut les utiliser comme des entrées et comme des sorties. Et pour le port A et le port E, on peut les utiliser encore comme des entrées analogiques de plus. Alors, pour l'unité de traitement, l'ALE, c'est une unité arithmétique et logique à 8 bits, c'est-à-dire qui traite des données de 8 bits, c'est-à-dire toutes les opérations qu'on peut faire sur cette unité doivent être entre deux valeurs qui sont codées sur 8 bits. C'est-à-dire, tu ne peux pas faire par exemple l'addition de 300 et 600. Parce que ça, ce ne sont pas des nombres qui sont codés sur 8 bits. Tout ce que je peux faire, c'est des opérations entre des valeurs qui sont entre 0 et 255. Par exemple, je peux faire l'addition de 15 plus 100. Je peux faire l'addition de 255 plus, j'en sais pas, plus 1, OK? Plus 4, OK? Alors, quelqu'un va nous dire 255 plus 4, ça va donner plus que 256, mais on va voir que c'est possible avec quelque chose. Donc, on va voir qu'il y a
en effet un cas particulier pour ça. Ok. Alors, et puis on peut faire encore des opérations logiques et c'est toujours entre des nombres qui sont codés sur 8 bits. Ok. Alors, et puis vous avez le registre de travail. On l'appelle encore l'accumulateur. C'est un registre encore à 8 bits, c'est-à-dire vous pouvez pas, parce que ça, c'est dans ce registre, je vais stocker des valeurs temporairement. Ok. On stocke là des données temporairement pour réaliser une opération. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous voulez bien y avoir le but de cet accumulateur. Alors, supposons qu'on va faire une opération d'addition de 5 avec 2. Donc, je voulais bien additionner 2 à 5. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire l'addition? Je ne peux pas donner les deux valeurs de 5 à l'unité de traitement arithmétique. Je ne peux pas donner les deux valeurs à la fois. OK? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stocker la valeur 5 dans W, dans ce registre. Donc, il n'y a aucun problème. 5, je peux la coder sur 8 bits, donc je peux la stocker dans W. Et puis, je vais donner l'ordre à l'unité de traitement arithmétique d'ajouter au contenu de W le 2. Donc, d'ajouter 2 à ce qu'on a déjà stocké dans 5. En effet, c'est ça. Donc, on va voir ça après sur le langage assembleur. Donc, on peut utiliser ces instructions. Essaye de s'habituer à ce genre d'instructions parce qu'on va l'utiliser après. Donc, je vais les utiliser petit à petit. Après, on va essayer de voir les 35 instructions qu'on peut utiliser sur un microcontrôleur. Alors là, vous avez l'instruction move LW. Ça, 5, ça signifie que on va charger la valeur 5 dans le registre de travail W. On va le charger. Donc, move, c'est déplacer, c'est placer la valeur 5 dans quelque chose. Et puis, on va dire quoi? On va utiliser l'instruction add LW. Le W, ça revient sur l'accumulateur de travail. C'est-à-dire, c'est un ordre que je donne à mon unité de traitement arithmétique. Et cet ordre-là, qu'est-ce qu'il signifie? D'additionner le contenu qui est déjà dans le registre, donc le 5, à la valeur 2. Et la question que se pose, vous faites l'addition, donc il y a un résultat. Le résultat, on va le trouver où? Alors, le résultat, il va se placer dans W, ça veut dire qu'il va écraser 5. C'est-à-dire, après cette instruction, la valeur que vous trouvez sur W, c'est 7. Dans W, vous trouvez la valeur 7. Je parle en décimal, mais bien sûr, le 7 en binaire que vous trouvez sur W, hein, bien sûr. Vous trouvez 7 binaire, pas. Vous trouvez 1, 0, 1, je pense. Non? Oui, le 7, c'est 1, 0, 1. Oui. Non, ce n'est pas 1, 0, 1. Le 7, c'est 1, 1, 1. Pardon. Oui, 3, 1. Alors, vous trouvez, donc là, c'est juste pour avoir comprendre à quoi sert l'accumulateur W. Alors, généralement, quand vous faites des opérations, vous passez toujours par W pour faire une opération. Alors, et puis vous avez la mémoire programme. Alors là, vous avez la mémoire programme. Alors là, vous avez des adresses. Alors là, vous avez des adresses qui vont y aller de 4 0 en hexadécimal, le H, ça pour l'hexadécimal, jusqu'à 1 FFF. Alors, pourquoi 1 FFF? Ça, vous pouvez faire un petit calcul pour montrer qu'en effet, ça, c'est 8 kilos de mémoire. OK? C'est en effet le 1 FFF, ça va être 8 fois 1024. OK? Ça, vous pouvez faire la conversion. Vous pouvez aller sur votre calculatrice. Sur les calculatrices que vous avez sur votre smartphone, vous pouvez installer des calculatrices qui permettent de faire la conversion de l'hexadécimal vers le décimal. Et donc, vous pouvez voir que là, vous avez une mémoire de 8 kg et chaque case mémoire est de 14 bits. Et puis, voilà, bien sûr, là, vous avez ce qu'on appelle le compteur de programme. Le compteur de programme, il permet de positionner, donc d'indiquer la position de l'instruction qui s'exécute. Donc, parce que quand vous exécutez un programme, il va s'exécuter une instruction par instruction selon
l'ordre que vous avez dans le programme. Et donc, le compteur de programme, il va vous indiquer la position. Alors, quelqu'un il va me dire pourquoi il fallait positionner cette position. Alors, faites attention parce que si vous avez un programme qui contient des sous-programmes, alors, il faut toujours mémoriser la position actuelle du programme parce que quand je vais aller vers un sous-programme, lorsque je vais faire le retour, je dois continuer à exécuter exactement après l'instruction d'avant. Donc, il faut y avoir cette valeur, il faut la mémoriser, sinon le microcontrôleur sera perdu. Ou bien il va vous refaire le travail dès le début. Okay? Faites attention, et surtout quand vous utilisez des boucles, là, alors, quand vous utilisez des boucles, ça c'est très intéressant. Après, on va utiliser l'instruction GoTo. GoTo vous donnez en effet une adresse. Okay? Alors là, il y a une petite illustration pour vous montrer comment ça marche le compteur de programme. Alors, supposons que là, vous avez un programme qui est composé de plusieurs instructions. Vous avez une instruction. Le microcontrôleur va commencer à exécuter instruction par instruction. Quand vous êtes sur la première instruction, la valeur que vous avez dans le compteur de programme, c'est la valeur 2. Donc, c'est-à-dire, quand vous êtes sur la première instruction et vous allez chercher sur le PC, vous trouvez que là, vous avez la valeur 2. Ça veut dire que le compteur de programme, il est toujours placé une instruction après. OK? Ça, c'est juste un protocole, mais en effet, il indique en effet c'est-à-dire que le compteur de programme, il vous indique l'instruction suivante. Si vous êtes sur la première instruction, alors le compteur de programme, il vous indique toujours la suivante. Alors, quand vous passez à la troisième instruction, le compteur de programme, quand vous passez à la deuxième, le compteur, il va indiquer la position de la troisième instruction. Alors, quelqu'un va me dire ce 0010, 0011, il est où? Il est où? Il est stocké où? Il va être stocké dans la RAM. Si vous démarrez votre microcontrôleur, si vous avez une coupure de tension, la valeur que vous avez dans la RAM, il sera perdue. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le programme? Il va refaire l'exécution dès le début. Parce que cette valeur-là, elle est stockée dans la RAM, pas dans la RAM. Faites attention. Donc, à chaque fois que vous avez une coupure de tension, le programme, il va refaire son travail dès le début. Pourquoi? Parce qu'il va y aller chercher quelle est la valeur qui était stockée dans le PC. Il va voir que la valeur, c'est 0. Il va commencer dès le début. OK? Alors, là, vous avez autre chose qu'on appelle le pointeur de pile. C'est équivalent un peu à un compteur de programme. Mais celui-là, le pointeur de pile, on l'utilise généralement lorsque vous avez des sous-programmes. Alors, si vous avez des sous-programmes, alors à ce moment-là, on aurait besoin de mémoriser plusieurs choses. D'ailleurs, de mémoriser la position de le programme principal et de mémoriser les positions dans tous les sous-programmes. À chaque fois que vous avez un sous-programme, donc parfois vous avez des sous-programmes imbriqués, un sous-programme à l'intérieur d'un sous-programme. Okay? Et donc, pour chaque programme de ces programmes-là, on va essayer de… Alors, supposons que vous êtes dans une situation qui est simple, que vous avez juste un programme principal qui fait appel à un sous-programme. Alors, à ce moment-là, vous aurez besoin de deux choses. De stocker la position de programme principal et de stocker la position de programme de ce programme. Alors, le système, qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'on va faire le passage, lorsqu'on va aller faire le saut vers le sous-programme, la valeur, l'adresse, quand vous étiez déjà là, elle va être stockée dans PP. Le PP, c'est le pointeur de pile. OK? C'est-à-dire, parce qu'au début, cette valeur-là, elle était dans le compteur de programme. Et parce que maintenant, on va stocker cette valeur dans le pointeur de pile. Et après, la position de ce programme, on va la stocker dans le programme, le compteur de programme. C'est-à-dire le compteur de programme, il va s'occuper de ce programme. Et donc, il va donner sa position qui était dans le programme principal au pointeur de pile. Le pointeur de pile, il va remplacer le compteur de programme dans le programme principal
jusqu'au retour. Alors, au retour, lorsque je vais faire le retour vers le programme principal, je serai sur l'instruction suivante. Ça y est, on a terminé avec ce programme. On n'aurait pas besoin d'avoir la position. Et donc, la position que vous avez déjà stockée dans le pointeur du pile, il va y aller vers le contour du programme et vous continuez normalement. Alors, je vais revenir sur le pointeur. Là, c'est terminé. Alors, voilà maintenant la RAM. Alors, troisièmement, la RAM. Alors, ça, c'est déjà, on a déjà vu ça. Donc, la RAM, elle est composée, comme vous voyez, de 4 colonnes. On les appelle les banques. Banque 0, banque 1, banque 2, banque 3. Donc, pour le pic 16F, 860, je vais aller, oui, 77. Donc, vous avez en effet 512 positions. OK? Ça, c'est la position de 8 bits. OK? C'est-à-dire un octet. 8 bits, c'est-à-dire un octet. C'est-à-dire, vous avez en total 512 octets de mémoire sur le microcontrôleur. Alors, je sais très bien parce que vous comparez ça dans votre tête avec les mémoires dont vous êtes à utiliser parce que vous utilisez des mégas et des gigas maintenant. Et là, on parle des octets. Parce que là, c'est un système, c'est un mini-système miniaturisé pour faire un système embarqué. On ne l'utilise pas pour faire, pour utiliser, pour naviguer sur Internet. Faites attention, ce n'est pas nécessaire d'avoir vraiment des mémoires intéressantes parce que là, on ne va pas utiliser des données vidéo ou des données images. Alors, parmi ces 512, vous avez 96 positions qui sont réservées au système. Alors, c'est ces cases-là qui sont nommées. Alors là, ces cases-là, ce sont des cases système. Et puis, vous avez 416 positions qui restent. Alors là, le reste là, 416. Mais parmi ces 416, il y a donc à la fin de chaque bloc là, ce sont des zones non utilisables. On les appelle, ce sont des cases non implémentées physiquement. Alors, vous ne pouvez pas les utiliser. Et donc, finalement, réellement, qu'est-ce que vous utilisez? C'est les cases qui sont blanches là, donc de 20H jusqu'à CFH. Alors, ces adresses-là, faites attention parce que lorsque je vais écrire dans la RAM, je vais y aller sur l'adresse. Donc, il faut toujours, à chaque fois que vous voulez stocker une variable, il faut y aller prendre une adresse dans cet intervalle, ou bien dans cet intervalle, ou bien celui-là, ou bien celui-là. Par exemple, je peux écrire sur la case 20H. Je vais utiliser toujours souvent cette position-là de 20H. Okay? Alors, là, un exemple, juste ça, je pense que j'ai déjà signalé ça. Alors, là, vous avez des noms de quelques registres de configuration. Donc là, ce sont des registres de système. Okay? Alors, le NDF, on va utiliser ça lorsqu'on va faire l'adressage indirect. Le timer, c'est où vous stockez la valeur de compteur. Le PC, comme je viens de dire, il est réservé pour le compteur de programme. Statut, je vais parler de ça après parce que c'est très intéressant. Après, on va utiliser ça. Endcon, ça, on va l'utiliser pour la configuration des interruptions. Là, vous avez les différents types d'interruptions. 13A, B, C, D, E. Là, c'est pour la configuration des ports en entrée ou bien en sortie. On va voir que pour configurer un port B, par exemple, en entrée, il faut donner des zéros à le registre. En sortie, il faut donner des zéros. En entrée, il faut donner des 1. Donc, ça, c'est pour la configuration des ports. Est-ce que je vais les utiliser en entrée ou bien je vais les utiliser en sortie ou bien je vais avoir un mélange. Ça dépend de chaque bit. Par exemple, je peux avoir là 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0 sur le port B. Et comme ça, les 4 premiers sont des entrées, les 4 dernières sont des sorties. Alors, là, je vais prendre le cas de statut, ce registre-là. Alors là, vous avez beaucoup de choses là. Alors, vous avez le bit 0, le C, ainsi de suite. Alors, on va voir que, par exemple, le RP1, RP0, on va les utiliser dans l'adressage direct. Quand je vais parler de l'adressage direct, je vais revenir sur ça. Quand je vais parler de l'adressage indirect, je vais revenir sur ce bit 7 RP. Quand je vais 4 et 3, généralement, je ne vais pas les utiliser. Ce n'est pas la peine de les voir maintenant. Vous pouvez voir la signification sur le datasheet.
Alors, ce bit Z et 0, je vais les utiliser souvent, et surtout Z. Alors, par exemple, je vais vous donner juste un exemple pour le Z. Alors, le bit Z, c'est un bit qui passe à 1 lorsque le résultat de la dernière opération est égal à 0. Alors, quand vous faites des opérations arithmétiques ou bien logiques sur votre microcontrôleur, on va souvent tomber sur des opérations qui donnent des zéros. Par exemple, vous faites AND de 1 et 0. Le résultat, c'est 0. Vous faites le OR de 0, 0. Le résultat, c'est 0. Vous additionnez 255 avec 1. Ça fait 256. Et le 256, c'est un 0. OK? À ce moment-là, le Z va prendre la valeur 1. C'est une indication. On appelle ça un drapeau qui donne une information au microcontrôleur que vous avez effectué une opération de 0. Quelqu'un va me dire, mais à quoi sert ça? Je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez un compteur. Vous décomptez. Vous avez un compteur que vous initialisez par 100 et vous faites un décomptage. À chaque fois, donc vous faites une boucle qui décompte de 100 jusqu'à 0. Alors, comment est-ce que je peux savoir que j'ai déjà arrivé sur 0? C'est par ce bit-là. OK? Lorsque je vais faire une boucle et je vais toujours tester sur l'état de Z. Quand l'état de Z passe à 1, je vais y avoir une information. C'est une information qui va me dire, voilà, vous avez déjà y arrivé à 0. Ça, c'est très intéressant. On va l'utiliser. OK? On va voir plein d'exemples comme ça. Donc, généralement, quand vous faites un compteur, ça va nous donner une idée que vous avez déjà une valeur de 0. OK? Alors l'adressage, tout simplement, c'est l'accès à la mémoire. Parce qu'à chaque fois que vous voulez stocker une valeur dans une case mémoire, il faut accéder à la mémoire. C'est-à-dire il faut signaler l'adresse. C'est l'adresse là où vous voulez stocker la valeur. OK? Alors, la première des choses que j'ai déjà signalé, c'est que la mémoire, déjà, elle est subdivisée en 4 parties. On les appelle les banques. Donc, vous avez le banque 0, 1, 2 et 3. Alors, ces banques-là, ils sont accessibles. Le problème, c'est que ces banques-là, ils sont accessibles par la même adresse. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple. Je vais aller sur la RAM. Je vais aller sur le datasheet mieux, parce que sur le datasheet, ça va être plus clair. Alors, par exemple, là, supposons que vous voulez stocker une valeur dans la case 120. Alors là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, pardon, 20. 20, ça, c'est en hexadécimal. En décimal, c'est combien? Ou bien en binaire. Est-ce que je peux coder ça sur 8 bits? Est-ce que je peux le coder sur 8 bits? Oui. On peut le coder sur 8 bits. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça, c'est quoi? 20, ça va être le 0 en hexadécimal. En binaire, ça va donner 4 zéros. OK? Et le 2, ça va donner 0, 1, 0, 0. Donc, je peux le coder parce que vous codez chaque chiffre sur 4 bits. Donc, je peux le coder sur 8 bits. Donc, si celui-là, je peux le coder sur 8 bits, donc je peux l'appeler directement. Parce que tout ce que vous pouvez manipuler dans le microcontrôleur, ça doit être codé sur 8 bits. Sinon, je ne peux pas le faire. Alors, mais supposons que vous voulez adresser ça et créer quelque chose dans cette adresse. 120. Alors, ça, c'est un problème parce que ça, on ne peut pas le coder sur 8 bits. Parce que ça, c'est 0, 0, 0, 0, le premier. Le 2, c'est 0, 1, 0, 0. Et puis le 1, c'est 1, 0, 0, 0. Donc, vous voyez que ça, je dois le coder sur 9 bits. Et ça, c'est impossible. Je ne peux pas travailler avec 9 bits sur le microcontrôleur. Alors, le problème, c'est que comment est-ce que je peux y aller vers cette position? Alors, faites attention. Si vous essayez d'y aller directement sur ça,
le microcontrôleur va y aller sur 20. Pourquoi? Parce qu'il va lire les valeurs, les 8 premiers bits, il n'y a pas de problème, mais il ne va pas y accéder à la dernière information et donc il va croire que vous êtes sur la position 20. Il va y avoir un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment est-ce que je peux résoudre ce problème? La première des choses, alors Microchip, qu'est-ce qu'il a fait pour résoudre ce problème? Il a subdivisé la mémoire en 4 banques. Alors, 0, 1, 2, 2. Et ces banques-là, ils ont des adresses. Et ces adresses-là, on peut les signaler avec les bits RP1, RP0. Si vous vous rappelez bien RP1, RP0, il était sur le registre statut, là. C'est-à-dire, il suffit de donner là des 0 et des 1 pour dire je suis sur quelle colonne. Est-ce que si vous donnez là 0, 0, vous dites que je suis sur la première colonne. Si vous donnez 0, 1, 0, c'est-à-dire vous êtes sur la deuxième. 1, 0, vous êtes sur la troisième. 1, 1, vous êtes sur la quatrième. Donc, avec ces bits, vous placez dans la mémoire. Vous êtes dans quelle colonne? D'abord, il faut se placer. Donc, à chaque fois qu'on va aller écrire dans la mémoire, d'abord, il faut se placer dans une banque. Est-ce que je suis sur la première colonne, la deuxième, la troisième ou bien la quatrième? OK? Alors, une fois vous faites ça, alors maintenant, supposons qu'on va écrire sur la case mémoire 20. Alors, pour écrire sur 20, alors ça signifie le 20, il est dans quelle colonne? Si vous avez fait attention. 20H, il est sur la première colonne. La première colonne, ça veut dire que RP0 doit avoir 0 comme valeur. RP1 doit avoir encore 0. OK? Ça, c'est déjà là. Vous le voyez. Le bank 0, c'est 0, 0. OK? Alors, dans cette situation, si vous avez des 0, ce n'est pas l'appel de les écrire. Hein? Ce n'est pas l'appel parce qu'ils sont déjà à 0. OK? Ce n'est pas l'appel de les écrire parce qu'ils sont déjà à 0. Je peux vous montrer ça. Alors, après, je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, supposons que vous voulez écrire la valeur 5 dans cette case. Je voudrais bien stocker la valeur 5 dans cette case 20H. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme je viens de dire, toujours à chaque fois que vous voulez faire une opération sur le microcontrôleur, il faut passer par le W, l'accumulateur. Donc, la première des choses, je vais charger la valeur 5 dans l'accumulateur. Donc, je vais utiliser l'instruction move LW5. Je vais charger l'instruction dans le W. Après, je vais essayer de déplacer ce que j'ai déjà sur W dans la case mémoire 20. Donc, je vais utiliser l'instruction move WF. Alors, la signification, c'est quoi? Move, c'est déplacer. W, c'est-à-dire ce que j'ai déjà sur W. F, ça veut dire le registre. Je vais déplacer ce que vous avez sur W dans un registre. Quel registre? Le registre d'adresse 0x20. Le 0x20, ça veut dire 20 en hexadécimal. 0x quelque chose, c'est toujours en hexadécimal. OK? Donc, ça signifie que je vais déplacer le contenu de W, ça veut dire le 5, dans 0x20, c'est-à-dire dans l'adresse 20. Il n'y a pas de problème. Et on va vraiment y avoir la valeur 5 dans 20, parce que vous êtes sur la première banque. Alors, supposons maintenant qu'on va faire de même sur 120. Alors, faites attention. On ne peut pas utiliser tout simplement, je ne peux pas tout simplement dire, écrire tout simplement, pardon. Donc, si vous êtes sur l'adresse 120, tu ne peux pas tout simplement dire, voilà, move, parce que les gens croyaient que je vais faire move LW5, et après, je vais faire, tout ce que vous avez là grisé, c'est des commentaires, faites attention. Dans le programme, voilà le programme que je donne au microcontrôleur. Alors ça, c'est des commentaires. Hein.
Alors, et puis, move WF 0x 120. Alors, si vous faites ça, ça c'est faux, hein? Vous trouvez toujours que ce que vous avez écrit va être placé dans 20. Il va aller sur 20. Même si vous écrivez là 120. Pourquoi? Parce que 120, on ne peut pas la coder sur 8 bits. Alors, le microcontrôleur, il va comprendre le 20, mais il ne va pas arriver à lire le 1. Et donc, tout simplement, il va stocker la valeur dans 20. Il ne va pas la stocker dans 120. Et ça, c'est un problème. Alors, comment est-ce que je peux y aller sur 120? Le 120, c'est dans le troisième bank. C'est le bank 2. Parce que vous avez le bank 0, 2, 1. Alors, 120, je vais aller sur le datasheet pour vous montrer. Alors, sur le datasheet là, 120, il est sur la troisième bank. Donc, il est là. 1, 2, 3. Donc, 0, 1, 2. La troisième, c'est-à-dire c'est 2. Okay? Il est là, la position. Alors, pour celui-là, il faut que je donne. Il faut que je donne à RP1. Il faut donner à RP0 la valeur 0. Donc là, il faut avoir toujours 0. Mais il faut y avoir 1 sur RP1. Donc là, il faut y avoir 0 et là, il faut y avoir 1. Ça signifie que je suis sur la troisième colonne. Et après, je vais tout simplement placer l'information dans 20, pas dans 120. Faites attention. Alors, ce que je vais écrire comme instruction, alors, essayez d'oublier ce que vous avez là pour le moment. Alors, ce que je vais faire, je vais donner à RP0 la valeur 0. Je vais donner à RP1 la valeur 1. Alors, comment on fait ça sur un microcontrôleur? Alors, il y a des instructions qu'on les appelle BCF et BSF. Alors, on fait ça byte clear register. Byte set register. Le F, c'est toujours pour register. Là, vous avez le registre, c'est statut. Voilà le registre, c'est statut. Et RP0, c'est un bit parmi statut. Donc, le syntaxe là, le syntaxe, c'est ça. Donc, vous dites, voilà, le bit RP0 qui est sur le statut, je vais le utiliser clair. Clair, ça veut dire je vais placer un 0 là. Donc, mettre le bit RP0 de registre statut à 0. Et puis, si vous utilisez BCF, ça veut dire vous donnez l'état RAW, l'état 1. OK? Vous pouvez encore utiliser l'instruction, vous pouvez écrire encore BCF, statut, et je pense que ça va être, je vais aller sur cette page, c'est quel bit? Alors là, RP0, c'est 5. Donc, je vais tout simplement dire que la virgule, 5. C'est-à-dire, je vais donner la valeur 0 au cinquième bit de statut. Donc, on l'appelle RP0, mais encore, je peux tout simplement l'adresser par 5. OK? Et pour là, je peux dire c'est BSF statut 6, parce que ça, c'est le sixième bit de registre statut. Une fois que vous faites ça, maintenant vous êtes sur la troisième colonne. Première, deuxième, vous êtes là, sur la troisième colonne. Et une fois que je suis sur la troisième colonne, tout simplement, je vais aller écrire sur 20. Mais faites attention, en effet, vous n'écrivez pas dans l'adresse 20, vous écrivez dans l'adresse 120. OK? Alors, quelqu'un va me dire, comment vous avez fait ça? Alors, moi, je vais revenir maintenant sur ce que vous avez là. Je dois, en effet, effacer tout ça. Est-ce que je peux le faire? Alors, OK. Je vais prendre un tableau blanc. Alors, 120 en hexadécimal, c'est quoi en binaire? Donc, vous avez 0, 0, 0, 0. Puis vous avez 0, 1, 0, 0. Et puis vous avez 1, 0, 0, 0. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est 20. OK?
Ça, c'est 0, x20. Et ce que vous avez là, on va prendre juste ces deux premiers. Alors, celui-là, en effet, c'est RP1. Et celui-là, c'est RP0. C'est-à-dire, à partir de l'adresse, vous pouvez directement déterminer qu'est-ce que je dois donner à RP0, qu'est-ce que je dois donner à RP1, qu'est-ce que je dois donner, quelle est l'adresse dans laquelle je dois placer la donnée. OK? Donc, pour placer la donnée dans 120, il faut faire trois choses. Il faut donner 0 à RP0, donner 1 à RP1 et donner 20 dans la position que je vais signaler. Alors, par exemple, je vais vous donner une autre case. Si vous avez sur la case 60H, alors 60H, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un problème avec celle-là? Est-ce que ça, c'est 0, 0, 0, 0 pour le 0 là, et 7, 7 je pense c'est 1, 1, 1, non? Est-ce que c'est d'accord pour le 7, oui? Là, c'est 1, plus 2, plus 4. Oui, c'est ça. Ouais. Ça, c'est 7. Ouais. Alors là, il n'y a pas de problème parce que ça, c'est déjà, il est codé sur 8 bits. Donc, tout simplement, quand je vais essayer d'écrire 70, tout simplement, je vais parce que là, après, qu'est-ce qu'il vient là? Il vient des zéros. C'est-à-dire RP0, c'est 0, et RP1, c'est 0. C'est-à-dire que je suis sur le premier bank. Donc, ce n'est pas l'appel de... si vous êtes sur le premier bank, c'est pas là. Vous pouvez donner des zéros. Hein. Vous pouvez donner des zéros. Et surtout, si vous avez déjà donné des 1 avant. C'est-à-dire, si vous avez déjà converti ces états, alors il faut donner des zéros. Alors, pour écrire dans cette position-là, je vais tout simplement... donc, ça va être BCF statut virgule, là, il n'y a pas de virgule là, hein, pas de virgule là, virgule RP0, et puis BCF statut RP1, et puis move WLW, la valeur que je voudrais stocker, par exemple, supposons c'est 15, et puis move WF 0x70. Voilà ce que je vais écrire pour que je puisse stocker la valeur 15 dans la position 70. OK? Alors, encore, je pense qu'il y a encore des exemples là. Voilà, donc vous avez la position 180. Donc, je vais vous faire ça sur une page. C'est mieux. 190, hein, pardon. 190. Alors, je vais prendre une page blanc. Oui. Alors, maintenant, vous voulez stocker, supposons que vous voulez stocker la valeur, je ne sais pas, 15 dans l'adresse 180, 0x180. OK? En hexadécimal. Alors, la première des choses, je vais coder. Je vais coder ça. Donc, 180 en hexadécimal, en binaire, c'est quoi? Le 0. Donc, toujours, je ne sais pas ce que vous faites là. Vous connaissez déjà faire la conversion. Alors, quand vous faites la conversion de l'hexadécimal au binaire, vous codez chaque nombre là sur 4 bits. Alors, le 0, ça va donner 4 zéros. Le 9, c'est quoi le 9 en binaire? 1001. C'est 1001. Ouais, 1001. Et le 1, ça va être, pardon, ça va être 1. Ça va être après ça, c'est 1, 0, 0, 0. OK? Alors, voilà l'adresse normale. Ça veut dire ça, c'est l'adresse dans laquelle je vais vraiment stocker la valeur. Et ça va être 0,9. OK? Alors que là, ça va être le RP. Le RP1. Et ça, c'est le RP0.
OK? Et donc, qu'est-ce que je dois écrire comme programme? Voilà, donc, il faut donner BSF. Là, je pense qu'il y a un petit problème, non? Oui, oui, oui. Ouais, je pense que j'ai fait un petit problème là. Oui, oui. En effet, je me suis trompé. Alors, je vais revenir sur un tableau blanc, un écran blanc. OK. Alors, en effet, je me suis trompé là. Alors, en effet, quand vous avez 180, donc vous codez ça, vous dites que ça c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, et puis 1, 0, 0, 0. Alors, en effet, je me suis trompé là, on ne prend pas les 8 premiers bits pour l'adresse, mais les 7 premiers. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors ça, les 7 premiers bits, ça c'est pour l'adressage. Les 7 premiers, OK? Parce que dans les colonnes, l'adresse maximale, elle est codée sur 7 bits, ce n'est pas sur 8 bits. Alors là, vous prenez 7. Et on fait ça, et là, vous prenez, et celui-là, ça va être RP1, RP0, pardon. Et celui-là, c'est RP1. OK? Je me suis trompé là. OK? Alors ça va donner quoi comme 7 bits? Ça va donner 0, 0, 1. Donc ça va donner 0x1. Donc 0x10 en effet. Donc voilà, je me suis trompé là. Donc même pour la première exemple, il y avait un petit problème. Alors, je vais revenir sur le programme, le voilà. Alors, il est clair maintenant là avec les couleurs. Donc là, vous avez les 7 premiers bits qui vont donner l'adresse. Donc l'adresse, ça c'est 010. Voilà, quand je vais donner l'adresse là, je vais dire move WF 010. OK? Et puis là, le 11, ça va donner la sélection de banque. Et là, vous aurez donc 1 pour RP. Donc BSF. BSF, ça veut dire que je vais vous donner pour RP01 et pour RP1, 1. Donc je vais donner 1 là et je vais aller sur 10. Donc vous voyez, pour y aller sur 190, en effet, vous donnez 1 pour les RP0, RP1 et vous stockez la donnée dans 10. Et ça ne signifie pas que vous écrivez dans 10, mais vous écrivez dans 180 parce que vous avez dans la position 10 de banque, de troisième banque. OK? Ce n'est pas la position 10 de premier. Faites attention. Parce que déjà, la position 10 dans le premier, ce n'est pas accessible. Hein. Vous ne pouvez pas accéder à cette position. Alors, espérons, ça, c'est l'adressage direct. Alors, même si ça apparaît pour vous comme si elle est compliquée, parce que lorsqu'on va traiter l'adressage indirect la prochaine fois, vous trouverez que ça, c'est vraiment simple. Hein, l'adressage direct, ce n'est pas très difficile, parce que tout simplement, il faut y avoir cette idée que dans la RAM, vous avez 3 banques et vous ne pouvez pas accéder directement à certaines colonnes, mais il faut accéder à travers RP1 et RP0. OK? Alors, 5 minutes de plus pour poser des questions et on va terminer avec cette séance.